Je vous souhaite le bienvenu dans cette chambre de commerce qui est la vôtre pour vous permettre de mener vos travaux. Marie-Luce m'avait prévenu de cette soirée et je lui ai dit que souhaites-tu que je dise? Alors elle a tenté de faire un raccourci, elle m'a dit dire bonjour micro. C'est pas tout à fait ce que j'avais envie de dire, mais envie de vous dire que vous êtes dans une chambre de commerce qui vit des moments complexes en ce moment. D'abord au titre de notre territoire, puisque vous le savez, nous avons rejoint Rhône-Alpes et que durant ces 3 ans, nous commençons à véritablement prendre notre place vis-à-vis de nos amis rhône-alpins et qu'il a bien fallu imposer la trace de l'Auvergne. Au début, on ne pouvait pas parler de l'Auvergne parce qu'on nous disait « vous n'allez pas reconstruire l'Auvergne ». Au bout de la première année, ils ont compris que chaque fois qu'il y avait un projet en Auvergne, tous les Auvergnats étaient derrière. Et aujourd'hui, ils sont en accord pour dire qu'il faut que les Auvergnats prennent leur place et que ce soit les Auvergnats eux-mêmes qui gèrent leur destin. Voilà, donc durant ces 3 ans, depuis que j'ai pris cette présidence, j'ai vu, j'ai apporté ma pierre à cet édifice, mais j'ai vu cette évolution qui a été réussie tout simplement parce que l'ensemble des acteurs économiques, institutionnels, ont réussi à travailler ensemble. Et travailler ensemble, c'est souvent quand on a un petit peu peur de ce qui se passe à côté, qu'on resserre les liens. Voilà, et donc j'espère que dans votre activité, dans votre métier, vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous resserrez les liens, vous évitez les disputes intestines et vous faites en sorte de porter dignement les couleurs de l'Auvergne qui aujourd'hui a véritablement pris sa place dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Au-delà de ça, je suis très heureux que vous puissiez travailler dans cet amphi. En plus, Marie-Luce, qui est une de nos élus, a fait en sorte qu'il soit plus agréable que d'habitude. Et Marie-Luce, je t'en remercie. Et je vais rester un moment avec vous pour vos travaux. Et merci d'avoir choisi notre chambre pour cette soirée. Merci. Merci, Président. Merci beaucoup. Alors effectivement, de la collégialité, du travail ensemble, c'est pour ça que l'Œil Auvergne vous a proposé d'être présent ce soir sur un thème qui est annuellement décliné. Cette année, c'était l'étalement urbain. Est-ce une aubaine ou un fléau? Alors, on avait trouvé peut-être au départ un mot un peu plus léger, puis Grégory Bernard nous a dit non, on y va carrément, on dit c'est un fléau. Bon, très bien. Alors, je vais laisser le soin à Nicolas Brossier, président de l'Œil, eh bien, d'une part de vous accueillir et puis d'évoquer ensuite avec Damien Kermon qui va le rejoindre, d'abord l'analyse de ces chiffres de l'Observatoire qui sont présentés trimestriellement. Et ensuite, nos 3 intervenants, nos 3 experts, viendront vous apporter leur contribution. Nicolas, d'abord avec, je vais laisser Damien venir nous rejoindre également pour cette présentation. Merci Marie-Luce. Alors, je vais rester debout dans un premier temps parce qu'on est toujours plus dynamique quand on est debout. Pour un petit mot d'accueil, pour déjà vous remercier d'être venus si nombreux ce soir, d'être présents pour cette conférence de l'Œil. Je vais commencer tout de suite par les remerciements, comme ça m'évitera d'oublier. Je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu cet événement possible, à commencer par nos 3 intervenants, Grégory Bernard, Rachid Kander et M. Chazalet, qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être ici ce soir et de contribuer vraiment de manière très, très intéressante aux réflexions du débat de ce soir. Je remercie Marie-Luce et toute son équipe, bien sûr, pour l'organisation qui s'est faite de main de maître, comme d'habitude. Et puis, je n'oublie pas la CCI qui nous accueille ce soir dans ses locaux. Voilà. Donc, bienvenue à cette conférence de l'Œil. C'est la 3e fois que nous organisons cette conférence thématique. Avec des intervenants extérieurs sous forme de conférences débat. C'est vraiment là l'occasion de répondre à une des missions de l'Œil qui est d'offrir un espace de discussion entre les acteurs du territoire.
pour permettre la réflexion et la collaboration entre les acteurs du logement. Puisque, je le rappelle, l'œil, c'est l'observatoire de l'immobilier local, donc qui a vocation à observer sur tout le territoire de l'Auvergne et plus spécifiquement sur la métropole clermontoise la production de logements neufs collectifs. Et donc forcément notre réflexion est centrée sur le logement, mais ces conférences sont l'occasion de prendre un petit peu de recul et de prendre en considération des enjeux plus globaux. Et alors là, on est vraiment rattrapé par l'actualité, parce que si effectivement on en entend parler tous les jours dans l'actualité, c'est la question du changement climatique. Le changement climatique qui devient, je pense, maintenant une réalité évidente pour tous, à part peut-être quelques milliardaires américains qui voient là encore un canular organisé par les Chinois. Mais on leur laissera cette vision. Je pense qu'aujourd'hui, les études scientifiques sont assez nombreuses pour que tout le monde comprenne qu'il y a un changement qui est en train de se produire et que si on ne veut pas qu'il soit irréversible, il faut agir rapidement. Et puis, nous prenons aussi conscience que nous consommons plus de ressources qu'il n'y a de ressources disponibles sur la planète. Je pense qu'il y a, là aussi, il y a vraiment un changement de mode de pensée parmi la population. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer ces modes de consommation, mais on voit quand il s'agit de passer à l'action, on le vit actuellement avec la hausse des taxes sur les carburants, c'est plus compliqué de passer à l'action que de simplement se convaincre qu'il faut agir. Donc voilà pour cet exemple de la transition vers la mobilité verte. Et donc de la même manière, quand on parle de ce changement écologique, au niveau des acteurs locaux, on peut se poser la question de la disponibilité des ressources à l'échelle locale. Et c'est pour cette raison qu'on a souhaité inscrire ce thème de l'étalement urbain à cette conférence de l'œil, cette troisième conférence de l'œil. Parce que si l'objet du logement à la base c'est de loger des familles, il doit répondre aussi à des enjeux plus larges, des enjeux économiques, sociaux et bien sûr des enjeux environnementaux. Cet enjeu environnemental, il a souvent été traité par les politiques sous le simple angle de la consommation énergétique, mais on voit qu'il est plus large. Et qu'il peut aussi, ces modes d'incitation à aller vers un type d'habitat plutôt qu'un autre, ils ont des répercussions sur l'étalement urbain, sur la consommation du territoire, avec tout ce que ça entraîne derrière comme conséquence pour l'environnement. Donc moi j'ai relevé quand même un paradoxe en regardant cette question de l'étalement urbain, c'est que globalement il y a un consensus, je pense, chez la plupart des gens pour dire qu'il faut être attentif à l'étalement urbain au moins, et que l'étalement urbain a des effets négatifs sur le développement durable. Mais quand on regarde, il y a un certain fatalisme, je trouve, chez les acteurs de cette question. En tout cas, une passivité face à ce sujet-là et assez peu d'actions concrètes. Donc moi, si j'ai mis un souhait ce soir, c'est que les débats nous permettront de commencer d'engager des axes de réflexion pour aller vers des solutions concrètes. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans cette première partie, on va vous présenter l'évolution du marché sur la métropole clermontoise, sur ce qui s'est passé sur les 9 premiers mois de l'année 2018. Donc, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit donc des mises en vente. Donc, les mises en vente, le nombre de logements qui ont été mis à la commercialisation
au cours de la période. Donc là, on les a cumulés sur les 9 premiers mois de l'année. Et comme vous pouvez le constater, très forte diminution des mises en vente comparativement à l'année dernière où on avait constaté quasiment 770 nouveaux logements mis à la commercialisation sur la métropole de Clermont-Ferrand contre 551 nouveaux logements au cours de cette année. Donc forte diminution des mises en vente qui a été principalement impactée sur la périphérie de Clermont-Ferrand, moins 67%. Alors que la ville de Clermont-Ferrand, quant à elle, n'enregistre à peu près une diminution de moins 10%. Si on se concentre uniquement sur ce troisième trimestre, on se rend compte que sur ce troisième trimestre, comme l'année dernière, très peu de mise en vente, à peine une cinquantaine de nouveaux logements contre à peu près 75 l'année dernière à la même période. Et comme vous voulez le voir ici sur les camemberts, donc la roue tourne. Clermont-Ferrand représentait 68% des mises en vente l'année dernière contre à peu près 85% au cours de cette année. Et ces 551 nouveaux logements ont été lancés sur 16 nouvelles opérations au cours de cette année, avec, comme vous pouvez le voir, une oscillation entre les tailles moyennes de logements qui sont très diverses. On a des petites opérations, 4 logements, des grosses opérations qui étaient lancées, 88, pour avoir en moyenne une taille moyenne de programme qui se situe autour de 27 logements par programme. Comparativement aux années précédentes, on est toujours entre 25 et 30 logements en moyenne. Alors ça reste une moyenne concernant les nouveaux programmes qui ont été lancés en termes de taille moyenne de programme. Alors, si je peux me permettre une petite incise, on voit là donc clairement la raison de cette évolution des mises en vente et le recentrage sur Clermont, il est lié au zonage fiscal, au recentrage des dispositifs fiscaux sur les zones B1. Globalement, on voit que sur l'agglomération, le volume reste le même, mais il est beaucoup plus concentré sur les villes de Clermont-Ferrand et Chamalières. Et par rapport à la thématique de ce soir, on peut s'interroger justement sur tous ces logements qui étaient produits sur des communes périphériques de l'agglomération qui ne seront plus produits, puisque là, il n'y a plus d'offres qui va arriver. Que va-t-il en être? Est-ce que du coup, les gens qui recherchaient ces communes-là vont peut-être aller sur de l'habitat plus diffus et donc plus consommateur d'espace? Et on voit là donc tout l'impact des politiques au sens général, des politiques gouvernementales du logement, leur impact sur le territoire et sur l'étalement urbain. Donc là, on le voit précisément voilà, sur sa carte. On vous a localisé l'ensemble des logements qui ont été mis à la commercialisation sur les 9 premiers mois de l'année. Et on voit bien ici principalement des communes en zone A, principalement, sur lesquelles les mises en vente étaient principalement portées. Clermont-Ferrand avec les différents quartiers, et puis également Chamalières. D'autres communes comme Aubière, où très peu de mises en vente, uniquement 26 mises en vente qui concernent 2 opérations. Et puis une majorité de ces nouveaux logements, de ces 551 logements sur la métropole, qui ont été portés sur le quartier de gare de Clermont-Ferrand. Alors concernant l'évolution, les mises en vente, on parle maintenant de vente. Clermont-Ferrand tire un peu son épingle du jeu. On a pu le voir aussi à l'issue du salon de l'immobilier neuf qui a lieu sur le bilan du premier semestre. Une évolution positive, plus 6% sur l'ensemble de l'année 2018, avec 486 logements qui ont été réservés au cours de cette période. Comparativement, vous parliez tout à l'heure, monsieur le président de la Chambre de commerce, de la région. Si on se compare à la grosse agglomération qui est Lyon, on est autour de moins 20% sur les ventes sur l'agglomération lyonnaise sur ces 9 premiers mois de l'année 2018.
La répartition, donc la ville de Clermont-Ferrand, plus 41% de ventes, et la périphérie qui, quant à elle, enregistre une diminution, moins 38% de ses ventes au cours de la période. Et comme vous pouvez le voir, on a essayé de retracer également tout un historique depuis 2011. On est sur une tendance à nouveau haussière depuis plusieurs années, depuis 2014, sur les ventes globalisées sur les 9 premiers mois de l'année. Parallèlement, donc, ces ventes, où est-ce qu'elles se situent, hein, donc à 3/4 sur la ville de Clermont-Ferrand, contrairement à l'année dernière où on avait une répartition, on va dire, quasiment similaire entre la ville de Clermont-Ferrand et la périphérie, 45-55%. Et puis ici, on voit principalement donc, les principaux quartiers de Clermont-Ferrand qui tirent leur épingle du jeu, avec plus de 90 logements réservés sur certains quartiers. Alors, une fois qu'on a vu les ventes, qu'est-ce qu'il en est concernant la répartition, la destination, qui achète ces logements entre les investisseurs et les propriétaires occupants? Une chose qui est importante à noter sur l'agglomération de Clermont-Ferrand, c'est ce que vous voyez en vert, c'est la part de vente à propriétaires occupants. On voit ici un socle qui est assez stable depuis plusieurs années, qui oscille entre 160 et 200 logements à propriétaires occupants depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment un socle qui reste important de noter ici. Cette hausse des ventes qu'on a pu constater de plus 6% est principalement due à la hausse des ventes investisseurs, plus 49% sur Clermont-Ferrand, alors qu'elles sont en très forte diminution sur la périphérie, uniquement 44 logements qui ont été vendus. Et puis, comme je le signalais juste avant, les ventes à occupants qui augmentent très légèrement, plus 8% par rapport à l'année dernière, avec une forte augmentation sur la ville de Clermont-Ferrand. Donc mécaniquement, des mises en vente qui diminuent, une augmentation des ventes. Donc nous avons ici, concernant l'offre disponible, donc le nombre de logements qui restent disponibles à la fin du mois de septembre 2018, l'offre de logements sur la périphérie qui se situe autour de 940 logements disponibles, aussi bien collectifs qu'individuels groupés. Et quand on regarde un peu plus dans l'analyse, sur l'ensemble de cette offre, uniquement 44% de cette offre concerne des logements qui ont été lancés au cours de l'année 2018. Donc ce qui signifie que l'ensemble des logements qui ont été lancés au cours de cette année, en tout cas sur les mises en vente, plus de la moitié de ces nouveaux logements ont déjà été réservés, soit à propriétaires occupants, soit à investisseurs. Autre indicateur important, le nombre de mois pour écouler le stock, qui est en légère augmentation. On arrive à 17 mois pour écouler l'ensemble de cette offre disponible. Donc cette légère augmentation, il y a un facteur qui l'explique tout simplement, c'est qu'à la fin de l'année dernière, à la fin du 4e trimestre 2017, on a eu énormément de mises en vente qui ont été lancées avec l'incertitude du zonage. Sur la pérennité des dispositifs fiscaux. Voilà. Donc il y a eu beaucoup d'anticipation effectivement sur les mises à l'offre des opérateurs et on voit que c'est en train de se réguler puisqu'il y a eu, notamment sur le 3e trimestre, une baisse très importante des mises à l'offre. Comme on le voit sur le graphique, on est dans une zone où il faut rester vigilant parce que le stock est important, mais on a déjà connu par le passé ces niveaux de stock-là, et globalement, les acteurs sont capables de réguler ce niveau de stock pour ne pas rentrer dans la zone rouge. Alors, cette offre disponible, où est-ce qu'elle se situe ? Encore une fois, à très forte proportion sur la ville de Clermont-Ferrand et principalement portée, ce que vous voyez sur les différents quartiers de Clermont-Ferrand, les quartiers d'Oradou, de la Gare, de Saint-Jacques, où une grosse partie de l'offre est localisée, tout simplement parce que, comme on l'a pu voir sur l'un des premiers slides, c'est également sur ces quartiers que l'ensemble des mises en vente ont été portées au cours de cette période.
Alors, en regardant un peu plus dans le détail sur cette offre disponible, sur ces 939 logements, comment ils se constituent. Donc ça, ce sont des éléments qui regardent avec précision l'ensemble des opérateurs. C'est l'offre de logements livrés invendus, donc le fameux stock dur pour l'ensemble des professionnels. On voit ici qu'on est également sur un marché qui reste sain, hein. Une offre de logements livrés invendus, ce que vous voyez en rouge, les fameux 5% qui ne représentent que 44 logements sur l'ensemble de l'offre disponible qui ne cesse de diminuer. Elle représentait 8% de cette offre disponible au premier trimestre 2017 et petit à petit, cette offre continue à diminuer ou à rester stable. En aucun cas, elle augmente. Donc c'est plutôt un facteur encourageant sur le sujet. Oui, on voit que même si le stock est assez important, il reste sain dans sa répartition, notamment le faible taux de logements achevés invendus, et puis la répartition géographique aussi qui correspond globalement à la demande en logement. Concernant les prix, donc dans un premier temps, on a voulu regarder un peu l'évolution des prix entre la ville de Clermont-Ferrand, ce que vous voyez en rouge, et la périphérie. On voit sur les 2-3 derniers trimestres une certaine homogénéité sur l'écart des prix qui peuvent se resserrer au cours du 2e et du 3e trimestre entre la ville et la périphérie. Cependant, les différents décalages que l'on peut constater l'année dernière, 1er, 2e et 3e trimestre sur les prix de la périphérie, qui ont été nettement supérieurs par rapport à ce qui a pu se passer sur la ville, s'explique tout simplement par un accent qui a été mis, en tout cas plus de ventes qui ont été localisées sur des communes de la périphérie dont les prix sont nettement supérieurs par rapport aux autres secteurs de la périphérie. Par exemple, Chamalières, Sébaza, et Aubière qui ont pu rencontrer un certain nombre de ventes plus importantes par rapport à d'autres communes de la périphérie. Et c'est ce qu'on va voir également ici donc sur ce graphique. On a voulu retracer l'ensemble donc, des communes qui étaient actives. Et vous pouvez voir, on a mis un peu des gammes de prix sur les différents secteurs où vous avez... alors, je vais reprendre ça sous le... Juste un petit instant, voilà. Vous avez des communes comme Chamalières, donc un prix moyen au mètre carré en TVA pleine, stationnement inclus autour de 3 700 € du mètre carré. Et quand on regarde ce qui se passe en dehors de la périphérie, on a vraiment une oscillation de prix qui oscille entre 2 500 € du mètre carré sur Sébaza à Chamalières. Donc en fonction de la localisation des ventes, automatiquement et mécaniquement, on peut avoir des variations de prix moyen sur la périphérie qui peuvent augmenter d'une période à l'autre. Pour rentrer un peu plus dans le détail très rapidement, un prix moyen au mètre carré sur le secteur de la côte Blatin Université autour de 4 300 € du mètre carré, stationnement inclus. Sur le secteur des Salins autour de 4 200 € du mètre carré. Et puis les autres quartiers de Clermont-Ferrand qui plutôt oscillent entre 3 000 et 3 500 € du mètre carré en stationnement inclus. Concernant la ventilation de l'offre et des ventes, donc dans un premier temps, ce que vous voyez sur votre gauche, donc on a voulu retracer un peu la ventilation des ventes sur la ville de Clermont-Ferrand, sur la partie supérieure et sur la périphérie, sur la partie inférieure, toujours sur les 9 premiers mois de l'année 2018 comparé à l'année dernière. On voit bien un marché majoritairement porté sur les ventes de T2 et T3 sur la ville de Clermont-Ferrand. Et ces deux typologies représentent également une très forte proportion de l'offre disponible sur Clermont-Ferrand, alors que contrairement sur la périphérie, on est plutôt sur des typologies en T3, T4 qui se sont majoritairement vendues au cours de ces 9 premiers mois de l'année 2018, mais qui constituent également une offre importante encore disponible sur ces secteurs. Donc on voit bien un marché qui reste équilibré et surtout que c'est les logements qui sont mis à la commercialisation qui correspond également à ce qui est acheté. Il n'y a pas de décalage entre les différentes typologies qui peuvent être vendues sur l'un ou l'autre secteur.
Et pour finir, un petit graphique concernant l'évolution des prix unitaires moyens, comparativement toujours entre la ville et la périphérie. Sur la ville de Clermont-Ferrand, des prix de T2 qui restent assez stables, entre 150 000 et 160 000 euros, l'appartement en TVA pleine et stationnement inclus. Des T3 qui vont osciller entre 215 et 225 000 euros. Et puis ensuite, sur les grandes surfaces, T4 et T5, on est également, attention à l'échantillonnage, sur des volumes qui restent très faibles. Donc quelques ventes peuvent automatiquement augmenter le prix moyen des appartements. Sur la périphérie, attention, on est au cours de ce trimestre, par exemple sur le troisième trimestre, on est sur un échantillonnage qui est très, très faible. Hein. Il y a eu uniquement 27 réservations sur le troisième trimestre. Mais c'était également pour vous montrer que des prix qui restent également assez stables sur la périphérie, aussi bien en T2 qui oscille entre 155 et 160 000 euros, et puis des T3 qui là sont un peu plus volatiles, entre 230 et 270 000 euros au cours du troisième trimestre 2018. Voilà pour un petit panorama très rapidement du marché clermontois, en tout cas de la métropole, sur ce premier bilan sur les 9 premiers mois de l'année 2018. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Un mot de conclusion sur cette première partie. Simplement, juste pour dire que globalement, on a la chance d'avoir un marché sain et dynamique, ce qui n'est pas le cas de toutes les métropoles, puisque quand on regarde à l'échelle nationale, il y a beaucoup de métropoles où le marché vit des difficultés avec des retraits en volume pour des raisons diverses, mais notamment par manque de disponibilité du foncier. L'autre point, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est attention, vigilance sur les dispositifs fiscaux qui peuvent avoir des incidences sur la production de logements. Alors, on a vu que en fait, il y a une demande de propriétaires occupants sur la périphérie clermontoise, mais cette demande, on ne peut pas apporter une offre en face à partir du moment où il n'y a pas la clientèle d'investisseurs. Et le fait de sortir la périphérie des dispositifs fiscaux, automatiquement, elle empêche les promoteurs, les acteurs du logement de pouvoir enclencher des opérations qui vont servir non seulement les investisseurs, mais aussi les ménages occupants. Et on peut se demander effectivement ce que ces ménages occupants, vers quoi ils vont se tourner. Voilà, qu'est-ce que ça va induire, tout ça sur la forme de la métropole, sur son possible étalement ou son recentrage. Donc c'est peut-être le bon enchaînement, la bonne transition avec le thème de ce soir. Tout à fait, messieurs, merci beaucoup. Merci. De toute façon, on Merci. se retrouvera tout à l'heure et je vais proposer maintenant à nos intervenants de venir nous rejoindre. Grégory Bernard, Rachid Kander et Jacques Chazalet, qui vont venir à nos côtés pour aborder effectivement ce thème de l'étalement urbain et de cette problématique de l'éloignement des populations. Nous allons les laisser s'installer. Je vais proposer à Grégory Bernard, adjoint au maire de Clermont-Ferrand en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du logement, mais aussi conseiller métropolitain en charge du plan local d'urbanisme intercommunal. D'abord peut-être de nous poser un regard sur comment cette emprise, comment cette question de l'utilisation des espaces dans les villes, elle a évolué au fil des dernières décennies.
Bonsoir à toutes et à tous et merci encore une fois pour l'invitation à participer à ces conférences. Alors j'ai une petite proposition à faire pour l'année prochaine si on doit continuer. Il faut arrêter de m'inviter moi, il faut trouver d'autres. C'était très gentil en fait évidemment de m'inviter. C'est un sujet sur lequel je suis évidemment très intéressé pour en parler. Mais on pourrait féminiser un peu nos interventions, messieurs, parce que du coup voilà, on n'a pas la parité ce soir, c'est dommage. Et je suis sûr que j'ai plein de collègues élus qui pourraient aussi me remplacer, contribuer à nos débats sur d'autres sujets. Voilà, c'est une proposition que je fais en préalable. Du coup, cette question de l'étalement urbain, évidemment, elle se pose dans la longue durée. Et quand on regarde les chiffres qu'on vient de voir là, qui sont pris vraiment, du coup, sur une période très courte, en fait, où on regarde vraiment ce qui s'est passé, voilà, sur cette année. Moi, j'ai tendance à me dire, en fait, si on le regardait sur la plus longue durée, alors ça aurait peut-être moins de sens sur les questions de valeur, de prix au mètre carré, etc., mais, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais par contre, sur le dynamisme de telle et telle commune, sur le dynamisme de telle ou telle partie du territoire, c'est toute cette histoire-là, en fait, qui se joue. Et on assiste bien à un recentrage, à un retour à la ville. J'y vois bien sûr, alors je ne méconnais pas du tout l'incidence de dispositions fiscales qui ne m'appartiennent pas, mais qui ont des conséquences évidentes sur la part d'investisseurs sur Clermont et Chamalien aujourd'hui. Mais du coup, je me dis aussi qu'il y a quand même d'abord des politiques publiques, parce qu'il y a eu des décisions quand même qui ont déjà été prises sur ces questions d'étalement urbain. Et puis, ici, par exemple, à Clermont, on a la conjonction, je dirais, de deux choses qui jouent un rôle quand même sur ces questions. Sur notre capacité finalement à accueillir aussi ce dynamisme-là, c'est la politique foncière, ancienne et réelle, la disponibilité de foncier et quelque part sa mise sur le marché, qui est aujourd'hui une réalité et qui fait qu'on a beaucoup de projets qui sont engagés. Et puis c'est aussi une politique d'urbanisme, un plan local d'urbanisme. Je salue le directeur de l'urbanisme, ses équipes qui sont là aussi dans la salle, parce que c'est aussi ce travail-là qui fait que c'est possible. Voilà, ça c'était un commentaire sur ce qu'on vient de voir. Il y a des facteurs externes, mais il y a aussi des décisions et des choses qui se mettent en place et qui rendent ça possible. L'étalement urbain, en fait, il a commencé quand justement les gens sont partis en fait de la ville. Les gens sont partis de la ville, ils n'ont pas quitté notre territoire, en fait. Ils se sont simplement installés un peu plus loin que là où les gens avaient l'habitude d'habiter. Et par exemple, la population de l'agglomération, elle n'a jamais baissé. Elle a toujours augmenté, mais par contre, la population de la ville-centre a diminué pendant des années. En gros, entre les années 70 et les années 90, la population de la ville-centre diminue au même moment en fait, où les communes périphériques explosent. Ça correspond il y a plein de choses qui expliquent ça, mais la place que prend la voiture individuelle, évidemment, dans nos façons de nous déplacer, le fait que tout le monde accédant à cette voiture individuelle, avec du coup, à l'époque, un coût de déplacement qui était on va dire marginal par rapport à ce qu'il est en train de devenir effectivement aujourd'hui, et où du coup les gens pouvaient aller chercher de plus en plus loin des terrains moins chers pour s'installer confortablement, et puis avec tout un imaginaire et une culture de ça, hein, l'imaginaire un peu de vie à l'américaine, du pavillon, etc. Et je pense que tout ça est derrière nous. Et qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de changer de modèle. Il y a le président Brossier a du coup introduit en parlant du changement climatique, et il avait raison de le faire. Il y a une prise de conscience, il y a des modes de vie aussi qui changent, et du coup, il y a un retour à la ville, parce qu'on se rend compte aussi que la ville, elle a des aménités à proposer quand même, la proximité des services, par exemple. On sait, par exemple, que pour les personnes d'un certain âge, le fait de vivre justement dans le périurbain, assez loin, etc., devient une difficulté. Et donc on a, par exemple, un retour de personnes vers la ville pour ces raisons-là. Donc il y a dans la longue durée, en fait, autour de données à la fois économiques, sociales, culturelles, il y a des choses qui ont expliqué le mouvement de l'étalement urbain. Et puis, dans les années 2000, on a commencé à prendre conscience que ça posait quand même des problèmes considérables, notamment sur le plan agricole et sur le plan environnemental. Au moment des lois Grenelle, en fait, donc à la fin des années 2000, on s'aperçoit que c'est en moyenne tous les 10 ans
6000 km², c'est-à-dire la surface moyenne d'un département français qui est artificialisée du fait de l'étalement urbain. Hein, donc qui est quelque part où on détruit des terres agricoles, parfois très riches, hein, je pense à nos terres de la Limagne, où on détruit des espaces naturels qui peuvent être, et des paysages qui peuvent être très, très qualitatifs. Malheureusement, d'ailleurs, on revient difficilement sur ça. Et du coup, cette prise de conscience, elle commence dans les années 2000, nationalement et puis aussi localement, parce qu'il y a eu, à la fin des années 2000, les discussions et l'élaboration du SCOT, qui a été le premier document à poser cette question sur notre territoire. Et puis, ensuite, on a vu des PLU, jusqu'à celui de Clermont, par exemple, en 2016, qui a simplement pris une décision historique, en fait, dans l'histoire de la ville, c'était de dire qu'il n'y avait pas de nouvelles zones à urbaniser, c'est-à-dire que la ville avait trouvé sa frontière. Voilà. Donc on voit que c'est bien une question de temps long et qui, avant même que ce soit des décisions politiques en fait, qui permettent ou qui ne permettent pas, c'est ce qui explique ça fondamentalement, c'est quand même des questions culturelles, des questions de mode de vie, et je pense qu'on est dans un moment de bascule. Alors cet étalement urbain ou au contraire cette non-urbanisation, elle joue encore plus ici, ou elle est encore plus prégnante justement par rapport à ces espaces qu'il y a tout autour, qui sont exceptionnels, et où il y a une prise de conscience pour commencer et à préserver les espaces agricoles, mais aussi à préserver ces grands espaces dont on a l'impression qu'ils sont inépuisables. Alors, voilà, le fait qu'ils soient inépuisables, c'est une impression, parce qu'en fait, ils sont épuisables, il faut qu'on les traite avec soin. Et c'est vrai qu'ici, ça a une dimension particulière, parce que si on se compare avec d'autres métropoles, on a une grande qualité. C'est justement la disponibilité de ces paysages, la disponibilité de ces espaces, le fait qu'on ait une métropole entre deux parcs naturels, le fait que quand on lève les yeux, on voit la chaîne des Puys, maintenant patrimoine mondial de l'humanité, etc. Et le fait, par exemple, que l'urbanisation, elle est peut-être allée moins loin que dans d'autres métropoles. J'aime bien, par exemple, quand on se compare, par exemple, avec Saint-Étienne, on voit bien comment les coteaux de Saint-Étienne ont été entièrement urbanisés, très violemment, et que les nôtres, pour le coup, ils ont été grignotés progressivement, mais quand même, on a toujours ce paysage de coteaux, ce paysage de plateaux, avec du coup cette richesse que ça représente. C'est un élément d'attractivité touristique. Voilà, on est maintenant une ville qui joue un rôle en matière de tourisme pour une région qui elle-même a un rôle à jouer, mais Clermont est souvent la porte d'entrée en fait du tourisme, parce qu'il y a un tourisme urbain, parce qu'il y a des éléments culturels, patrimoniaux, etc., mais aussi parce qu'on a derrière une région qui est capable d'accueillir aussi du tourisme. Et ça, en fait, c'est vrai aussi pour une attractivité résidentielle, c'est-à-dire vivre ici, c'est vivre malgré tout dans un endroit où il y a un cadre naturel et paysager qui est quand même très agréable, et on peut à la fois vivre une grande ville avec ce que ça représente d'aménités, là encore, et en même temps pouvoir en un quart d'heure, 20 minutes, se retrouver voilà, dans la chaîne des Puys par exemple, ou le long de l'Allier par exemple, et ça, toutes les grandes villes n'ont pas ça à offrir. Et donc ça, il faut que nous, on en ait confiance. Monsieur le Président, vous parliez du fait que les Auvergnats doivent apprendre à justement se rassembler, à avoir conscience aussi de leurs forces. On a ces forces-là sur notre territoire, et il faut qu'on sache jouer ces cartes-là. Et donc, notre devoir, pour nous, mais aussi pour les générations futures, c'est quand même de préserver notamment ces paysages. Alors comment est-ce qu'une métropole, justement, va jouer, va influer, va contribuer à réorganiser ce territoire? Alors, bon, nous avons lancé le travail sur un plan local d'urbanisme intercommunal il y a quelques mois. L'enjeu maintenant, c'est de travailler ensemble, parce que, évidemment, élaborer un PLU, c'est déjà assez difficile quand il faut travailler avec l'ensemble des acteurs, les habitants, élaborer des règles. Quand, par exemple, on a décidé d'arrêter l'étalement urbain à Clermont-Ferrand, c'est là-dessus qu'on a eu le plus de remarques lors de l'enquête publique de Clermontois, ou d'ailleurs pas forcément Clermontois, mais de propriétaires de terrains à Clermont, demandant à ce que leurs terrains deviennent constructifs, parce qu'évidemment, derrière, ça a une valeur financière non négligeable. Parce que l'écart, évidemment, est de plusieurs centaines d'euros, hein, par mètre carré, j'entends. Hein, donc, du coup... évidemment, voilà, il faut savoir résister à ça, mais malgré tout, faire un PLU, ça reste facile, dans le sens où il y a un seul patron qui est le maire.
Et à la fin, quand il dit bon bah on arrête ces arbitrages-là, bien sûr après il y a un débat en conseil municipal, il y a de la concertation citoyenne, mais malgré tout c'est plus facile à faire qu'un PLUI, le I de l'intercommunal. Ça veut dire qu'il faut quand même que tout le monde se mette d'accord sur ce qu'on va pouvoir faire. Et évidemment, le territoire de la métropole, si vous le regardez, il a des contrastes en fait qui sont considérables. Saint-Genès-Champanel et Orsine, qui sont justement au pied de nos volcans, c'est des communes qui sont très étendues, où il y a beaucoup de hameaux, avec justement d'ailleurs beaucoup de zones potentiellement à urbaniser, etc. Il faut faire très attention à ça, parce que du coup, il faut aussi les préserver. Il y a encore de l'activité agricole, par exemple, sur ces territoires-là, et du coup, il faut qu'on ait conscience aussi de cette richesse-là. Et puis, il y a des territoires beaucoup plus urbains, comme Clermont, Chamalières, Royat, Aubière, Beaumont, etc., qui forment plus un cœur. Voilà. Et puis, on a d'autres secteurs plus périurbains, en fait, qui seraient dans un entre-deux. Et donc, il faut qu'on arrive à travailler avec tout le monde. Et c'est vrai que, par exemple, cette question de l'étalement urbain, elle va forcément se poser un peu différemment à l'échelle des 21 communes de la métropole que nous, on a pu la traiter à Clermont. Malgré tout, il faudra que ça soit un objectif, et on est attendu sur cette question. Et aujourd'hui, l'État, par exemple, joue un rôle pour évaluer ces choses-là. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'habitat, parce qu'on est dans une soirée où d'abord on s'intéresse justement à la production de logements. Mais l'étalement urbain, aujourd'hui, son problème sur le territoire, c'est plus souvent sur les questions, par exemple, d'urbanisme commercial ou d'urbanisme économique qu'il se pose aussi. Il faut savoir, il y a eu sur ce territoire des discussions un peu difficiles qui ne sont pas encore complètement abouties à mon sens. Et il faut aussi qu'on le fasse, que le même chemin qu'on a commencé à faire sur l'habitat, je crois, il faut aussi qu'on fasse ce chemin-là sur, par exemple, les questions commerciales. La vision, c'est toujours la même. Si on renverse le paradigme, c'est là qu'on va réussir en fait à sauver nos centres-villes, nos centres-bourgs, à faire qu'ils soient vivants, agréables, etc. Ça sera justement en se posant aussi cette question-là. C'est-à-dire si une question elle est utile à bien des niveaux, en fait. Parce que quand la voiture a fabriqué finalement cette ville périphérique, et pas toujours très élégante non plus quand même, on peut le dire, eh bien elle a tourné le dos à toute l'histoire des villes, en fait, qui ont toujours concentré, mélangé des fonctions, fait que c'est des lieux de rencontre, de forums, etc. Et quelque part, aujourd'hui, on a un peu dévitalisé dans notre pays beaucoup de centres-bourgs et de centres-villes parce qu'on n'a pas su, parce qu'on a un peu laissé faire tout ça. Et aujourd'hui, dans les années les plus récentes, on a pris conscience de ces questions-là, pas seulement à Clermont, un peu partout en France. Ici, on a eu des positions pendant un temps de moratoire. Maintenant, on essaie d'organiser les choses. Un DAC est en préparation. Nous l'attendons avec impatience pour qu'il vienne justement réguler un peu ces questions aussi d'urbanisme commercial. Mais du coup, tout ça, ça va dans le même sens. Il faut réussir à refabriquer de la ville, en fait. C'est-à-dire à faire que ce qu'on construit réponde mieux, en fait, aux besoins d'aujourd'hui dans toutes les dimensions, y compris justement cette dimension environnementale. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on ramène concrètement, comment est-ce qu'on peut illustrer ce fait de ramener de la densité en ville et peut-être de la rendre plus désirable pour ses occupants ? Ça, je pense que c'est la question centrale aujourd'hui, en fait. Et là, je m'adresse aux professionnels qui sont dans la salle. En fait, on partage avec vous une immense responsabilité sur cette question. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à fabriquer des logements, notamment, qui soient désirables et qui, en même temps, correspondent justement à ces exigences environnementales, certes nouvelles, mais qui s'imposent à nous. Et donc, on doit apprendre, par exemple, à fabriquer des opérations qui soient plus denses. Alors, je pense à plus dense en tout cas que justement le pavillonnaire, pour faire simple. Et donc, à travers, par exemple, l'habitat intermédiaire, à travers l'habitat individuel groupé, on a, à mon avis, tout un champ là à explorer ensemble
pour montrer que c'est possible en fait, et qu'on peut fabriquer pour les nouveaux urbains d'aujourd'hui et de demain des logements qui ne ressembleront pas exactement à ce qui s'est fabriqué pendant longtemps. Donc, bien sûr, il y a le travail des promoteurs sur le collectif qui doit continuer, mais je pense qu'on a sur ce champ en fait un peu intermédiaire entre voilà, l'individuel et le collectif, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense à Champratel, au quartier de la Grande Plaine, qui est un projet où justement on veut essayer d'avancer sur ces formes-là. À Trémonté aussi, notre deuxième écoquartier, on a un gros enjeu de ce côté-là. Je sais aussi que les bailleurs, leurs filiales d'accession, ont beaucoup travaillé sur ces questions et je pense que ce soit Clairdôme, Domia ont pu montrer aussi que des formes d'habitat finalement relativement denses mais qui correspondaient quand même à des besoins, par exemple d'avoir une maison avec un jardin, etc. On arrive à faire des choses très intéressantes aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'elles se vendent très bien quand on travaille sur ces produits-là. Et du coup, je pense que à l'échelle vraiment de la métropole, à constituer ensemble, hein, c'est-à-dire nous, la puissance publique, mais aussi les opérateurs privés, etc., ce qui serait une espèce de nouveau catalogue de référence, si vous voulez, d'habitat qui soit à la fois dense, mais qui en même temps ne produisent pas d'étalement urbain, ça serait vraiment intéressant. Surtout qu'on a beaucoup d'espace à réinvestir. Pour Clermont, par exemple, dans le PLU, c'était 250 hectares qui sont mobilisables à l'intérieur du tissu urbain constitué d'ici 2030. Et si, évidemment, quand on va faire ce calcul à l'échelle de la métropole, ça ne sera pas 250 hectares, ça sera beaucoup plus. Et c'est d'abord sur ces terrains-là prioritaires qu'on doit travailler. Hein. C'est la fameuse reconstruction de la ville sur elle-même, hein, des secteurs qui étaient occupés. Prenez Saint-Jean, prenez Catarou, prenez l'Hôtel-Dieu, prenez Sainte-Marie, prenez... En fait, voilà, on a demain la Banque de France à Chamalières. On a comme ça en fait des secteurs. Donc là, j'ai pris des secteurs très urbains parce que c'est ceux que je connais le mieux. Mais je suis sûr qu'il y en a partout. Et même, par exemple, le centre-bourg de Beaumont, je suis certain qu'il y a des choses à réinventer, y compris dans les villages. Et donc, on a là à investir en fait notre énergie et nos savoir-faire sur ces questions-là aussi. Voilà. C'était mon message de ce soir à la profession. Mais je pense qu'il sera entendu, en tout cas, à mon avis, pendant les débats. On reviendra certainement dessus. Et on va aussi revenir, je voyais Jacques Chazelet et Rachid Kander opiner aux propos. Donc, à mon avis, ils vont aussi enrichir cette réflexion. Alors, Rachid, vous êtes directeur général de la SAU, la Société d'équipement de l'Auvergne, qui porte, entre autres, 80 projets d'aménagement de lotissement et de zones d'activité sur le Puy-de-Dôme et l'Allier. Et vous dirigez également la SPL, la Société publique locale Clermont-Auvergne. Alors, petit retour en arrière, là aussi, déjà pour brosser un peu le paysage sur ce phénomène de l'étalement urbain. Grégory l'a un peu évoqué, mais il y a d'autres visions également qui sont intéressantes à partager. En effet, merci d'abord pour l'invitation et pour l'introduction. Effectivement, l'étalement urbain, alors je ne suis pas Jacques Chazelet, mais ni Grégory Bernard, mais peut-être le suivant. Effectivement, la question de l'étalement urbain, elle est due tout simplement à la facilité de la mobilité. Parce que alors il y a notamment un chercheur qui s'appelle Yakov Zahavi qui a théorisé tout ça dans les années 70 et il a conclu en disant que de tout temps, l'homme consacrait, et je fais des raccourcis pour simplifier, un budget temps domicile-travail de 1 heure par jour. Donc à l'époque où il n'avait que ses pieds pour se déplacer, eh ben, avec ses pieds, il ne pouvait parcourir que 5 km. Et puis progressivement, la mécanisation des transports en commun est arrivée. Donc il a pris les transports, donc c'était l'arrivée du ferroviaire et puis plus récemment des tramways. En tout cas, au début de la deuxième moitié, ou en tout cas la première moitié du XXe siècle. Et donc il parcourait, avec ce budget temps d'1 heure, la quinzaine de kilomètres en gros que ça lui permettait. Et puis le miracle
de la 2 chevaux ou de la démocratisation de l'automobile est arrivée. Et là, pour 1 heure, eh ben, on en avait un peu plus, on avait à peu près 25 km. Et cette réalité, bien sûr, elle est mondiale, parce que les statistiques, j'ai 2 chiffres sous les yeux, c'est qu'en 1930, le déplacement moyen par jour, enfin, le déplacement domicile-travail, c'était de 5 km. Et en 2010, il est de 18,2 km, dont 16 km motorisés. Donc, ça veut dire qu'en plus, on se déplace plus longtemps, mais on marche, voilà, comparativement, on marche moins. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on appelle la théorie de Zahavi, et ça, c'est imparable. Alors, j'avais une diapo, mais je ne sais pas si on peut la mettre, qui justement montre la question de la multipolarité. Et pour rebondir un peu ce que disait Grégory tout à l'heure, c'est, voilà, je vais prendre peut-être la main, tac, voilà, sur la multipolarité. Donc effectivement, à un moment de l'histoire, le territoire s'est structuré de la manière que vous avez à l'écran, c'est-à-dire une centralité, qu'elle soit métropolitaine, qu'elle soit moins métropolitaine, et puis autour des polarités secondaires. Et donc la vie s'organisait à l'échelle de chacune des polarités. Et la tendance, si on continue de vivre confortablement et d'aller de plus en plus loin, parce qu'on peut aller de plus en plus vite, et ben on pourrait, ce territoire deviendrait celui qu'il y a dans l'image intermédiaire. Et l'enjeu collectif, et on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la consommation foncière, etc., c'est finalement, et c'est le choix qui a été fait, notamment dans le projet du SCOT, porté par le Grand Clermont, dont je salue la directrice dans la salle, c'est de dire on veut une organisation multipolaire. Autrement dit, une centralité, en l'occurrence à Clermont, c'est ce qu'on appelle le cœur métropolitain, donc de Clermont et d'Orion, et autour des pôles de vie, et finalement rendre viable chaque polarité, avec chaque polarité jouant son rôle, la centrale accueille les fonctions métropolitaines, l'université, le CHU et la chambre de commerce, et on en passe. Et effectivement, les polarités secondaires qui sont les pôles de vie, dans lesquels on trouve un bon niveau de service du quotidien, ou d'équipement du quotidien. Donc les collèges, les banques, la poste, etc. etc. Voilà. Donc c'est cet enjeu qui se joue derrière la question en tout cas de l'étalement urbain et de l'organisation du territoire face à cette réalité de l'étalement urbain. Alors, au travers de ce que disait Grégory Bernard, mais de ce premier positionnement, on a le sentiment, et c'est ce que disait Nicolas Brossier également tout à l'heure, qu'il y a une sorte de consensus qui se fait sur le fait que cet étalement urbain, eh bien, il faut réussir à peut-être le maîtriser, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à ce postulat que ce n'était plus possible ? Alors, la prise de conscience, en tout cas, elle a été traduite dans les textes par le Grenelle de l'environnement, mais tout ça résultant de réalité. Effectivement, Grégory évoquait tout à l'heure ce chiffre marquant qui est de dire tous les 7 ans, on consomme l'équivalent d'un département. Mais moi, je vais vous en donner d'autres, des chiffres, qui j'espère sont encore plus marquants. C'est que toutes les secondes, on consomme 24 mètres carrés. Alors, ça ne veut rien dire dans l'absolu, mais quand on se dit en même temps que les Allemands, ils consomment 8 et les Italiens 6, j'espère que ça fait, en tout cas, ça donne une... voilà. Donc ça, c'est une réalité et c'est un modèle français. Donc il faut arrêter de dire, voilà, on a nos spécificités, etc. Paris, dans les 70 dernières années, a multiplié sa population par 1,7, et vous êtes toutes et tous assis, a multiplié sa surface, en termes de bassin de vie, par 60. Je le répète, en 70 ans, Paris a multiplié par 1,7 sa population, mais par 60 l'emprise foncière qu'elle... Voilà. Donc, c'est cette réalité. Et derrière, effectivement, il y a... prendre conscience que dans les 50 cm que nous avons sous nos pieds, on a 25% de la biodiversité. Donc,
voilà, c'est tout ça, ça peut paraître comme des postures un peu théoriques, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça que, et Grégory l'a dit tout à l'heure, ce qui nous attend devant, et au sein des instances européennes notamment, ce qui est envisagé, c'est qu'à l'horizon 2050, on n'ait plus le droit de consommer du foncier nouveau. Et donc, on va passer de 24 mètres carrés par seconde à 0. Alors bien sûr, ça ne sera pas aussi simple, mais l'enjeu, c'est de dire, si vous consommez du foncier, il faudra en restituer d'une manière ou d'une autre ailleurs. Donc, c'est cet enjeu. Alors, c'est pour ça, aubaine ou fléau, l'étalement urbain, choisissez votre camp, parce que d'une manière ou d'une autre, voilà. Donc, c'est effectivement un fléau pour la stratégie défensive, mais c'est vraisemblablement une aubaine. En tout cas, j'espère, pour tous les professionnels de l'aménagement dont je fais partie, pour justement structurer des stratégies d'entreprise et avancer vers les nouveaux produits. Alors effectivement, vous en êtes pleinement partie prenante de cette évolution. Et comment est-ce que concrètement on va remettre la ville sur la ville ? Alors, Grégory Bernard a évoqué plusieurs pistes tout à l'heure, mais refaire la ville sur la ville, je dirais, ce n'est qu'une, comment dire, c'est vraiment du projet adapté. Alors, moi, j'ai un exemple qui est, alors, volontairement, j'ai pris un exemple d'une petite centralité loin de l'urbain clermontois, mais parce que c'est une réalité pour la SO, donc la Société d'équipement de l'Auvergne. Et c'est pour ça qu'effectivement, par rapport à votre slogan, moi, j'en fais une stratégie d'entreprise. Comme vous l'avez dit, Marilus, la SO porte alors à peu près 80 opérations en ce moment dans le portefeuille. Une soixantaine d'opérations portent sur des lotissements dans le département de l'Allier. Alors, et on en a fait beaucoup. Et le lotissement, c'est vrai que c'est la stratégie de... Quelque part, on contribue finalement à l'étalement urbain. Et par rapport aux politiques engagées aujourd'hui par le gouvernement, qui est celle d'encourager certes les centres-villes, mais également les centres-bourgs, donc un peu par opportunisme, mais pas que, par une stratégie d'entreprise, l'ASSO s'est engouffré dans ce défi et a porté une opération pilote dans le département de l'Allier, qui est à Saint-Gérand-le-Puy, que vous avez sur la carte, donc qui est à la croisée de la RN, enfin sur le long de la RN7, et donc voilà, au cœur d'un triangle entre Vichy, Roanne et Moulins. Et cette commune sur laquelle nous avions commis il y a quelques années un lotissement ordinaire, pour ne pas dire banal, nous a réinterpellés pour un deuxième lotissement. Et puis, comme on connaît depuis quelque temps le maire, on est allé un peu plus loin que sa question en lui suggérant peut-être d'aborder la question différemment. Et puis, comme c'est quelqu'un qui est très impliqué, à l'image de Grégory Bernard, dans ces enjeux d'évolution sociétale et notamment sur l'impact urbain, sachant que Saint-Gérand-le-Puy, c'est une commune qui a un certain nombre d'atouts, et notamment un très beau patrimoine historique, mais malheureusement, une vacance effroyable. Voilà, pareil, parce que les nouveaux arrivants cherchent un produit qui est celui de la maison pas chère sur son terrain, pas trop grand, mais un peu quand même, pour qu'on puisse faire le tour du propriétaire, etc. etc. Et alors, je vous épargne les détails, mais on est arrivé à un travail qu'on a fait avec Boris Boucher, qui est celui d'appréhender à l'échelle de 2 îlots sur le centre-bourg. Donc, vous avez la situation actuelle à l'écran. Et le défi, ou en tout cas le challenge vers lequel on avance, c'est d'essayer de passer à ça. Alors, ce n'est pas juste pour faire de jolies images, bien évidemment, mais c'est surtout pour réfléchir à cette question du marché et de la complexité du sujet. Parce qu'effectivement, la maison individuelle posée sur un terrain plat, c'est imbattable. Parce que c'est des fondations, et j'ai vu M. Massonneau tout à l'heure, il connaît bien ce projet, je le cherche, je ne le trouve pas. Il est là.
Et effectivement, c'est un produit économiquement imbattable sur des terrains faciles, normalement, des fondations normalement simples. En plus, les gens souvent finissent eux-mêmes une partie des travaux. Et donc, pour mettre face à ce produit hyper concurrentiel, le fait d'intervenir dans le centre, d'aller se frotter à l'architecte des bâtiments de France, parce qu'à Saint-Gérand-le-Puy, c'est un sujet, d'aller régler les problèmes de... moi, quand je veux habiter, je ne veux pas habiter... Certes, j'aime bien la vieille pierre, mais je veux quand même un bout de jardin, je veux quand même pouvoir garer ma voiture pas loin. Et donc, le challenge ou le défi, c'est finalement d'essayer de rendre habitable au standard de ce que veut le marché aujourd'hui, des choses qui sont déjà là. Et y compris dans la manière dans laquelle nous, on se propose d'accompagner les acquéreurs, c'est effectivement d'aller peut-être jusqu'à proposer des projets purgés de l'avis de l'ABF, purgés des recours, voilà, pour aller vraiment le plus loin possible dans la simplification de l'opération. Voilà, c'est une manière... Ça veut dire, en écho à ce que fait l'œil au travers de cette conférence, mais aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, Grégory, il y a une notion de solidarité qui apparaît là derrière, solidarité entre les territoires, qui permet d'avoir ce type de projet qui soit porté par des structures comme les vôtres. Alors, effectivement, c'est un des atouts, et je saisis l'occasion pour le rappeler à un élu de la métropole et de la ville-centre, qui est l'actionnaire principal de la SO. Non, mais j'en profite. Qui effectivement, c'est aussi grâce à un aménageur de notre type, qui est une SEM, qui est, alors je ne le dis pas trop fort, avec des actionnaires patients. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans le temps long et donc pas de dividendes à court terme. Mais effectivement, on se permet, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une espèce de position de monopole sur le département de l'Allier, parce que le marché est tellement détendu, pour le dire poliment, qu'il n'y a pas d'investisseurs autres qui sont sur le champ. Et donc, effectivement, une SEM dont l'actionnaire et la métropole clermontoise intervient à Saint-Gérand-le-Puy, peut intervenir à Saint-Gérand-le-Puy parce qu'effectivement, on sait travailler sur le temps long. Et ce n'est pas parce qu'on est plus malin que les autres, c'est juste parce qu'on a un actionnariat qui est adapté à ce type de portage de projet. Claude Barbin sera forcément ravi de savoir que dans l'immobilier aussi, il y a cette notion de solidarité auvergnate qui joue et qui est concrète, là en l'occurrence, voilà, puisque c'est un projet qui est en cours. Tout à fait. Alors, solidarité, Jacques Chazalet, c'est aussi quelque chose dans le monde de l'agriculture. Et lorsque nous vous avons sollicité, vous avez répondu spontanément. Vous avez ouvert votre agenda et vous avez dit oui, bien sûr, je serai à vos côtés. Vous êtes agriculteur, vous êtes président, entre autres, de la SAFER et du sommet de l'élevage. Alors, on pourrait se dire c'est un petit peu antinomique là, parce que l'un a pour vocation de préserver les espaces et puis l'autre, le sommet de l'élevage, lui, il a besoin d'infrastructures, il a besoin de développement, il est en relation avec la mairie, il y a peut-être des choses à dire là aussi. Donc, votre regard à vous d'agriculteurs et puis d'élus investis aussi sur ces phénomènes de l'étalement urbain. Oui, d'abord bonjour, plutôt bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir invité. Merci de me faire connaître cette association parce qu'effectivement, la SAFER, on devrait avoir toute notre place dans cette problématique et c'est vrai que oui, il faut de la solidarité auvergnate, mais c'est vrai qu'on cohabite les uns à côté des autres et donc je pense qu'on va essayer de corriger. Alors la SAFER, et je parlerai de moi après, mais je vais présenter quand même la SAFER parce qu'effectivement, c'est une société anonyme, comme un peu l'ASSO, avec des actionnaires qui sont institutionnels, des actionnaires donc qui sans but lucratif, donc qui ne sont pas rémunérés, et avec des missions de service public, et on agit sous la tutelle de deux ministères, le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances et des Domaines. Donc notre rôle, effectivement, il est plutôt sur l'agriculture et tout sur le milieu rural. On n'intervient pas donc en milieu urbain, donc à la fois sur le bâti et sur le non bâti, principalement, bien sûr, sur l'aménagement et la confortation des exploitations agricoles, l'installation des jeunes agriculteurs, mais pas que. Et alors, bien sûr, nous sommes une SAFER Auvergne-Rhône-Alpes.
12 départements plus une métropole, donc 13 services déconcentrés. Oui, c'est vrai que bon, quand les Auvergnats arrivent à Lyon, bon, ils ont été un peu vus, mais les choses évoluent parce que finalement, les Lyonnais vivaient un peu retranchés sur eux-mêmes. Il y avait les Savoyards et finalement, l'Auvergne rééquilibre cette grande région. Et je pense que bon, aujourd'hui, cette grande région trouve un intérêt à l'Auvergne parce qu'elle lui donne un équilibre économique, culturel. Et bien sûr, paysager. Ça, c'est clair que bon, les Lyonnais, maintenant, quand ils découvrent Clermont, on voit bien, moi je suis agriculteur au-dessus de Thiers, ben, on voit des Lyonnais qui commencent à arriver parce que bon, l'attractivité, elle est quand même complètement différente. Donc voilà pour ce qui est de la SAFER. Moi, je suis effectivement agriculteur, éleveur, donc au-dessus de Thiers, à Celles-sur-du-Rôle. Je suis en association en GAEC avec mon fils. On élève des moutons, donc pour faire de l'agneau de boucherie et du poulet, donc aussi pour la boucherie. Donc on est des producteurs de viande. Alors ça suscite aussi d'autres débats, mais on n'en parlera pas ce soir. Donc simplement, c'est ce qui je me positionne parce qu'effectivement vous avez fait référence au sommet de l'élevage. Alors le sommet de l'élevage, eh bien, c'est une grande manifestation, hein. Je crois que bon, aujourd'hui, justement dans cette grande région, donc on a acquis nos lettres de noblesse, on donne aussi de l'écho à Clermont. Bon, alors il y a des gens qui, comme toute chose, hein, on va en parler, c'est paradoxal hein, ce qu'on discute ce soir. Il y a des gens qui sont très contents que le sommet de l'élevage soit là, ils voudraient qu'on fasse même la semaine. Il y en a d'autres qui disent, ben, si vous pouviez rester que 2 jours, ça serait bien, parce que bon, c'est quand même un peu le bazar dans la circulation et ainsi de suite. Bon, voilà. Bon, le sommet d'élevage, il est là. Il est appelé à se développer. C'est une grande manifestation de professionnels qui est ouvert au grand public, mais bon, c'est pas la cible, et qui est appelé à se développer, puisque, comme vous avez pu le voir dans la presse, la construction d'une 2e halle est inscrite à l'ordre du jour, puisque ce site appartient au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. On le gère depuis quelque temps, et là je salue le représentant de la municipalité, j'ai eu l'occasion de le dire, et je salue effectivement l'initiative du maire actuel, président de Clermont Métropole, de s'être rapproché justement de nous, organisateurs du sommet de l'élevage, parce que bon, il y avait quand même un certain nombre de cloisonnements auparavant, et au-delà du symbole du rapprochement, de nous faire institutionnel, un rapprochement cohérent avec les services de l'État pour justement voir comment on pouvait mieux améliorer la circulation et le développement effectivement des infrastructures, et on en reparlera parce que effectivement il faudra manger un peu de terre agricole. Bon, donc ça fait partie des paradoxes à gérer. Alors pourquoi des paradoxes? C'est effectivement quand on est sur le foncier, d'où l'intérêt de conférences comme ça, d'où l'intérêt de société, de l'engagement des élus, parce que ça c'est une vraie politique. La politique, c'est gérer le bien commun, et là, on est à l'encontre des intérêts individuels. Il n'y a pas un propriétaire qui est d'accord pour qu'on fasse un PLU, pour qu'on fasse de l'aménagement, et ainsi de suite. Et même chez nous, les agriculteurs, le même agriculteur que je côtoie à la SAFER quand il est demandeur et qu'on va l'installer, un jeune agriculteur d'une 30aine d'années, qui va se retrouver à un moment un propriétaire exploitant qui voudra conforter son exploitation, et quelques temps après, qui sera propriétaire bailleur et qui voudra louer sa ferme, ben le même, il va nous tenir 4 raisonnements différents. C'est légitime, c'est humain. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir des démarches collectives pour faire, effectivement, de la politique, parce que c'est gérer le bien commun, et de trouver des solutions. Alors, effectivement, des paradoxes... Ben, vous en avez évoqué quelques-uns, on en a beaucoup à gérer. Nous, on en gère aussi hein, dans notre profession. On gère actuellement un grand paradoxe avec les consommateurs qui sont de plus en plus demandeurs de produits de qualité, mais entre, je dirais, le pratiquant, le croyant et le pratiquant, il y a un petit écart. C'est-à-dire qu'on veut des choses, on croit des choses, mais on pratique autrement. Et donc ça, c'est une difficulté qu'il faut aussi qu'on sache gérer. Et c'est aussi dans l'aménagement foncier, on retrouve ce paradoxe-là.
Donc, pour revenir au sujet de l'étalement urbain sur la métropole, oui, effectivement, j'ai 2 ou 3 petites diapos, parce que moi-même, il y a des chiffres que j'ai découverts. Le nombre d'hectares disponibles. C'est Rachid qui a la Voilà, donc, allez-y, présentez la première. Bon, j'en ai 4, je ne ferai pas des... oui, allez plus loin, juste sur voilà, les chiffres. Donc, vous les avez. Voilà, un nombre... Bon, moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'agriculteurs et autant d'hectares disponibles sur ce périmètre. Vous venez de nous donner un autre chiffre qui m'a impressionné. 250 hectares à revitaliser sur la ville de Clermont, pas la métropole, la ville. Donc vous voyez, 8600 hectares exploités sur les 21 communes. C'est énorme. Donc ça veut dire que déjà sur cette, avec tout ce qu'il y a qui se décline, je vous laisse lire, ça veut dire déjà le potentiel que l'on a dans la stratégie de circuit court, le potentiel et la chance de Clermont Métropole de pouvoir bénéficier justement de cette diversité et de pouvoir envisager justement ces évolutions. Donc ça c'est... Alors il ne faut pas oublier aussi que Clermont Métropole, c'est aussi avec, je ne sais pas si Saint-Beauzire ça en fait partie. Non. Non. Donc Saint-Beauzire, quand même le siège d'une grande multinationale coopérative qui a son siège en Limagne, Limagrain, qui pèse quand même en termes d'emploi, d'aménagement du territoire et surtout de revalorisation et de valeur ajoutée sur les exploitations. Parce que si on a gardé des petites exploitations, alors quand je dis petites, tout est relatif par rapport le critère, mais bon, quand on regarde ce qui se passe à 200 km au nord, quand on est dans le bassin parisien, on a des tailles d'exploitation plus minimes parce qu'on a plus de valeur ajoutée, parce qu'effectivement, on a fait de la semence et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est une logique globale et c'est des paradoxes à gérer. On reviendra si vous avez des questions, parce que donc le suivant. Bon, voilà, passez-les parce que je ne suis pas très bon là-dessus, merci. Donc, les fragilités, voilà, il faut réappuyer. Ah oui, pour avoir, voilà. Donc, ce que vous évoquiez, les 2 mètres carrés, bon, voilà, bon, c'est mais le dernier slide, quand même, et même s'il y a des efforts qui sont faits sur, pardon, excusez-moi, la dernière ligne, ce que je voulais dire sur le potentiel viticole. Pas oublier que clairement, le département du Puy-de-Dôme était, avant le phylloxéra, le premier département viticole français. Donc il y a une culture quand même, il y a un potentiel. Donc il n'est pas tout utilisé. La ville de Clermont, en concertation avec nous, on fait de la réhabilitation. Je pense d'ailleurs que vous allez avoir demain, je ne suis pas payé pour ça, mais je l'ai vu sur l'application, dans la montagne, un article justement sur un agriculteur à Châteauguay qui explique comment c'est pas toujours simple, mais on fait justement, si chacun fait des efforts, on peut aussi contribuer. Et ce que je veux dire aussi, c'est que l'agriculture ou la ville à la campagne ou la campagne à la ville, et c'est là aussi on a un lien avec le sommet de l'élevage, je pense que plus les gens se côtoient, plus les gens se rencontrent, plus les gens connaissent les choses, plus ils peuvent les partager. Si on est dans les clichés et sur ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux, effectivement, on est sur des clichés, on est sur des caricatures, et les gens, bon, ça mène à des fractures même. On le voit dans certains cas. Donc, voilà les fragilités. Donc, effectivement, après, des possibilités d'action, voilà, c'est le dernier que je voulais. Donc, un peu vendre l'action de la SAFER auprès des collectivités, dire qu'on peut faire des choses, mais il s'est fait déjà des choses, et ça il faut le souligner notamment avec Clermont Métropole, de la réhabilitation, des choses qui sont en cours, du potentiel, et effectivement cette volonté qui existe peut-être plus ici, parce que bon, on est resté justement par rapport aux Lyonnais, je dirais peut-être plus ruraux, plus campagnards que les Lyonnais qui sont déjà très urbains, cette volonté de faire un partage du territoire et de faire que cette métropole, eh ben, elle a quand même des atouts et qui demain, je pense, avec les préoccupations environnementales, touristiques, feront qu'il y aura une attractivité, et on commence à le voir, encore plus importante pour Clermont-Ferrand. Et l'attractivité de Clermont-Ferrand,
aura des conséquences aussi pour l'agriculture et dans la métropole. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Et alors, bien sûr, puisqu'on est dans les paradoxes, comment parler de développement et d'intérêt pour l'agriculture, sachant que la ville a grignoté, on s'est senti des moments agressés, on disait, oh là là, on est pas... Bon, voilà, il faut gérer effectivement les choses, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le même agriculteur, il a des raisonnements différents, d'où l'intérêt d'avoir des politiques concertées, et se dire aussi que dans un des paradoxes qu'on vit actuellement, c'est effectivement la dévitalisation du milieu rural. Et il faut comprendre les maires des communes éloignées qui veulent garder leur école, garder leur commerce et donc garder des habitants. Mais c'est vrai qu'il y a c'est un paradoxe, et puis de toute façon, l'évolution de la vie fait que, oui, on se retrouvera peut-être plus avec une métropole et puis un peu des centres-bourgs tout autour. On voit bien comment ça peut se dessiner autour de Clermont-Ferrand, hein, de Vichy à Brioude, grosso modo. Mais quid du Césalier-Sancy, quid de l'Artense, et comment on fait pour garder de l'habitat permanent dans ces secteurs-là. Peut-être qu'il y aura des évolutions en matière d'élevage, mais il faudra bien quand même que les éleveurs ils restent à côté de leurs animaux quand même. Et il faudra bien qu'ils aient, à l'avenir, au-delà de l'économie et de la rentabilité de leur exploitation, il faudra qu'ils aient une sociabilité de vie aussi par rapport à leur famille. Et ça, c'est un vrai paradoxe aussi, un vrai enjeu. Mais bon, on verra la suite. Vous évoquiez également la notion de compensation qu'il faut qu'il y ait, par exemple sur certaines terres très agronomiques qui ont pu être utiles. Alors, si vous ne voulez pas, on n'en parle pas. Hein. Si c'est périlleux, on n'aborde pas le sujet. Allez, on va en parler. Oui, bon, nous, on a toujours été très, très choqués. Bon, l'étalement urbain, notamment en Limagne, je vous ai parlé du Magrin, la ceinture verte, les maraîchats, tout ce qui est autour, notamment de Gerzat. Hein, et bon, cette construction qui n'a pas été voulue par la communauté agglomération, mais qui a été imposée par le ministère de la Justice, de ce centre pénitentiaire à Riom, en plein centre de Limagne. Oh, qui nous a un petit peu, voilà, ça nous a agacé, ça a donné lieu à des, oui, à des, les agriculteurs, ils ne sont pas toujours, bon, alors voilà, on n'en parle pas parce que maintenant c'est fait, et puis bon, je pense qu'il faut vivre avec, il faut tirer des leçons du passé, préparer l'avenir. Je crois que ce qui est important, c'est de préparer l'avenir, c'est ce qui a été dit, c'est cette notion, et c'est intéressant justement, cette association qui met l'ensemble des acteurs autour de la table pour tous converger vers ce bien commun qui est la gestion de notre patrimoine à tous, qui bien sûr va à l'intérêt des intérêts particuliers, des propriétaires, des fois aussi d'un agriculteur individuel par rapport aux évolutions qu'on a à faire. Bon, ça c'est clair, mais je veux dire, c'est notre responsabilité collective. Et il faut s'engager là-dedans. Merci beaucoup. Messieurs, merci. Bravo à vous. Merci d'avoir échangé, d'avoir accepté d'évoquer ces grandes idées. Et puis, je pense peut-être qu'il y a des attentes, des commentaires de votre part par rapport à ce qui a été dit. Quelques questions. Nous avons... Marius, moi, je veux bien avoir une question toute chaude, puisque j'étais cet après-midi à la Comic-Con de Riom-Limani-Volcan. Et j'ai entendu parler bien sûr, de faire vivre les polarités. Et vous comprenez qu'il y a toujours des complexités entre la métropole, avec laquelle notre chambre travaille extrêmement efficacement, et puis je ressens bien de la part de Riom-Limani-Volcan, de la part de Pierre Pécoul, par exemple, dire, bon, entre le sud de Riom et le nord de Clermont-Ferrand, l'environnement des grandes surfaces. Voilà. Et c'est le DAC qui m'y a fait penser. Voilà. Et j'ai entendu M. Kander dire qu'il faut faire vivre ces polarités en harmonie avec et je mesure, après les propos que j'ai entendus cet après-midi, la complexité de ce qu'on va avoir à bâtir.
Voilà, donc c'est juste peut-être une réaction là-dessus. Une autre qui m'a bien plu, c'est de dire qu'à un moment donné, on pouvait être meilleur que les Allemands parce qu'on consommait plus. Bon, mais ça, c'était... Voilà, ça, c'était une... C'est la vérité des chiffres. Puis, il y a aussi une remarque, et je m'adresse aux Puy-d'Aumois que nous sommes. Les Puy-d'Aumois, quand ils parlent de l'Auvergne, ou quand ils parlent du Puy-de-Dôme, ils parlent d'eux. On se cache tous derrière l'Auvergne, les Puy-d'Aumois. Et bien entendu, les Cantalous, les gens de l'Allier et les gens de la Haute-Loire, quand ils écoutent ça, ça les rend fous. Parce qu'eux aussi, ils considèrent qu'ils sont auvergnats. Donc, j'ai souvent envie de dire, dès qu'on parle de l'Auvergne, moi, pour éviter de tomber dans le mauvais cliché, je dis l'Auvergne, c'est 4 départements. Voilà, c'était juste je ne sais pas s'il y a des Cantalous là, mais s'il y en a... Il y en a toujours quelque part, attention. Voilà. Alors, c'est la Haute-Auvergne, et nous, c'est la Basse-Auvergne. Voilà. Alors, M. Le Tander, par rapport à cette difficulté qu'il y a à faire, à cette harmonie qu'il y a à créer. Alors, je n'aurai bien sûr pas une réponse sûrement à la hauteur de vos attentes, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, Riom fait partie du cœur métropolitain, et donc dans le schéma que j'ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la même entité. Dans le projet du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, Riom, Clermont, même combat. C'est-à-dire c'est le cœur métropolitain, c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes objectifs. Et c'est vrai que peut-être qu'un jour... Ce sera demain la même métropole. Exactement. Et effectivement, un élu... Voilà. Bien sûr, voilà. C'est le sens de l'histoire. Voilà. Oui. C'est clair, ça. Merci Claude. Une intervention, Nicolas. Merci. Oui, tout à l'heure, Grégory, tu évoquais la question de la désirabilité. Je ne sais pas si on m'entend bien. La question de rendre cette densité désirable. Et la question que j'ai envie de poser, d'une part, c'est la rendre désirable pour qui ? Dans tes propos, j'ai compris qu'il fallait la rendre désirable pour ceux qui vont vivre dedans. Et ça, c'est certain, et c'est le travail que font les acteurs du logement au jour le jour pour rendre des projets attractifs, donner envie de vivre dans des projets urbains qui ont une certaine densité. Et ça demande un travail très fin pour, comme tu l'évoquais, intégrer les attentes des habitants en termes de nature, en termes de vue, en termes d'espace, de confort acoustique, de confort visuel. Mais au-delà de ça, moi j'ai le sentiment que cette densité, elle est plutôt acceptée par les nouveaux habitants, mais c'est plutôt les gens qui sont déjà en place qui ont du mal à l'accepter. Et d'autant plus quand il y a de la hauteur. Et pourtant, cette hauteur, elle est nécessaire pour pouvoir amener aussi tout ce qu'on évoquait, pouvoir libérer des espaces aussi pour amener de la nature, de la biodiversité, amener un cadre de vie agréable. Alors ça, c'était ma première réflexion, et je pense que tu vas y répondre. Et puis, j'ai une deuxième réflexion, un peu plus générale, qui est de dire, mais finalement, aujourd'hui, consommer des espaces, ça ne coûte rien. Que l'on consomme 100 mètres carrés en centre-ville ou 100 mètres carrés en périphérie, voire en dehors de la métropole, mis à part le coût du foncier, je veux dire, il n'y a pas d'incitation, il n'y a rien qui fait que le coût réel environnemental de cette consommation est répercuté sur la personne qui fait cette action. Et au contraire, même, on voit que souvent les fiscalités sont plus fortes en centre-ville. Finalement, on fait payer le coût des services et des infrastructures du centre-ville à ceux qui vivent dans la densité, et ceux qui vivent à l'extérieur, qui en bénéficient quand même, ne participent pas à la hauteur de la consommation des ressources qu'ils ont faites. Alors, sur la densité et la hauteur, évidemment, je suis d'accord avec ce que tu as dit. On a souvent à défendre, mais
la ville est de votre côté, souvent, hein, quand même, dans ces cas-là, vis-à-vis de riverains, de défendre des projets. Alors, dans des process qui ont changé quand même, hein, c'est-à-dire que notre nouveau PLU a introduit des discussions, notamment du fait de la présence de l'architecte conseil, qui permettent d'améliorer, de mon point de vue, les projets, parce qu'on s'est donné ces moyens-là de dialogue, qui fait que derrière, on est aussi plus à l'aise pour défendre ces projets. Après, ça ne plaira pas à tout le monde, mais en fait, c'est comme pour les agriculteurs qui parfois voudraient bien vendre un bout de terrain, etc., pour arrondir les fins de mois. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut faire des choix, c'est la question du bien commun, et donc on doit assumer ces choix-là. Alors après, je pense qu'il ne faut pas mélanger quand même complètement la question de la densité et celle de la hauteur, parce que, par exemple, sur Clermont, le PLU actuel, il a une carte avec des hauteurs de référence qui peuvent aller de R+1 sur les zones dites de frange, où on va chercher à protéger la lisière avec justement les coteaux qui restent naturels. Et donc là, on va plutôt apaiser les choses, ce que le poste précédent ne faisait pas vraiment. Hein. Allez voir quelques opérations qui ont pu être faites justement dans des tissus où il y avait plutôt des petites maisons, etc., où des immeubles ont poussé parfois, à mon avis, de façon un peu excessive à certains endroits dans le paysage, hein, si on a une approche par le paysage. Et au contraire, il y a d'autres endroits, et je pense au quartier métropolitain, où là, la hauteur de référence, elle va aller en R+8, et on a même introduit une disposition permettant, sur ce qu'on a appelé des opérations d'aménagement d'ensemble, là, il n'y a plus du tout de référence de hauteur dans la règle, en fait. C'est-à-dire que toutes les hauteurs sont possibles sans limite, si ce n'est bien sûr des limites après économiques, de construction, etc. Et puis bien sûr, après l'article 6, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'insère quand même dans le paysage, comment est-ce qu'on produit une architecture à un endroit et comment ça s'intègre dans la constitution peut-être d'une skyline clermontoise. Mais en tout cas, on voit bien que déjà à l'échelle de la ville de Clermont-Ferrand, il y a, je dirais, un panel de hauteurs de référence qui sont très, très larges. La densité, c'est des objectifs différents. Et d'ailleurs, on peut faire de la densité sans hauteur. Hein. Ça a été prouvé souvent, mais Rachid pourrait l'expliquer mieux que moi. Mais les quartiers de grands ensembles, par exemple, hein, sont moins denses en nombre de logements par hectare que la cité jardin de la Plaine. La cité de jardin de la Plaine, elle est intéressante à bien des niveaux. Et en termes de densité, en fait, elle est très importante, par exemple. Et donc, on serait bien inspiré ce que je pense, je vais donner un avis très subjectif et je vais me fâcher avec plein de gens, mais je pense que sur le collectif, franchement, aujourd'hui, on est en train de faire du bon travail à Clermont et je voudrais vraiment saluer la qualité de nos relations avec les professionnels qui ont permis de faire ça. Et je pense qu'on fait franchement des bons projets sur le collectif et on a tous évolué ensemble quelque part pour faire ça. Bon, c'était ma séance d'auto-congratulation et puis je vous remercie aussi de tout ça. Mais ce boulot-là, on ne l'a pas fait sur l'individuel. On ne l'a pas fait. On ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on a des modèles qui sont toujours un peu les mêmes, etc. Et on n'est pas encore allé assez loin, en fait, et ça interroge plein de choses, y compris sur les modes de faire. Et on avait discuté notamment avec M. Massonneau sur... quand, par exemple, nous, avec le JDOM comme aménageur, on travaille sur Trémonté, dès qu'on a justement des lots qui pourraient être très intéressants à travailler sur ces questions de densité, mais en même temps d'habitat individuel ou d'intermédiaire, eh ben, on a plus de mal à trouver des acteurs en face de nous à travailler et à avoir une espèce d'émulation que quand on travaille sur du collectif, où là, il y a des acteurs en place avec qui on a l'habitude maintenant de travailler à la fois collectivement et puis en partenariat sur des opérations. Et du coup, ça, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à travailler, y compris parce que nos modes de consultation ne sont pas bons. Hein. Là, je ne suis pas en train du tout d'envoyer une pierre dans le jardin des professionnels, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas encore trouvé les façons de travailler ensemble pour produire ce que d'autres territoires ont produit, parce qu'il faut aller voir.
Il faut regarder ce qui se fait à Rennes, par exemple, sur les formes urbaines depuis des années. Il faut regarder ce que Bordeaux a su faire à certains endroits. Il faut, voilà. Et du coup, je pense qu'on peut se mobiliser là-dessus. Nous, on a les terrains de jeu à offrir, hein, Trémonté, la Grande Plaine. Voilà. Et il y a encore une fois, il y a du foncier, y compris à Clermont-Ferrand, pour expérimenter ces choses-là. Et si on le place plus largement pour la métropole, là, c'est évidemment des champs considérables à investir. Et du coup, on pourra faire de la densité qui ne se traduira pas forcément partout par de la hauteur. Il ne faut pas associer systématiquement les deux. On peut assumer de la hauteur dans le quartier métropolitain, c'est même sa vocation de long terme, d'accueillir de la hauteur. Et dans d'autres quartiers, on peut défendre de la densité sans qu'il y ait forcément des hauteurs très importantes. Il y avait, pardon, sur la fiscalité, ta remarque est très juste. Sur la fiscalité, c'est extrêmement... Mais ça, c'est lié d'abord au fait que la fiscalité locale est très injuste. Elle est liée à des valeurs locatives qui ont été fixées au début des années 70 et qui sont très difficiles à remettre à plat. Pour plein de raisons, c'est un sujet explosif. Mais bon, alors les décisions sur la taxe d'habitation vont peut-être produire finalement quelque chose. Mais c'est extrêmement injuste, et aussi parce qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale, par exemple à l'échelle métropolitaine, si je prends cet exemple-là, et que donc nous faisons aujourd'hui très clairement de la redistribution à l'envers, hein, c'est-à-dire que les foyers fiscaux les plus pauvres, ceux de Clermont-Ferrand et d'Aulnat par exemple, en fait, ont des fiscalités plus hautes et qui financent, y compris par des mécanismes de redistribution interne, des territoires plus favorisés socialement et donc fiscalement, mais où il y a des fiscalités plus basses, et pourtant les équipements collectifs sont souvent supportés par des charges de centralité. Donc, je ne veux pas rentrer dans un débat trop technique sur cette question, mais aujourd'hui, en fait, c'est clairement très injuste et pas efficace. C'est à la fois injuste et inefficace, et je pense que ça, c'est un vrai grand chantier à mener dans notre pays. Il y en a bien d'autres, mais retrouver en fait des fiscalités plus justes et qui du coup viennent s'asseoir aussi à l'échelle justement de ces nouveaux acteurs clés que sont quand même les métropoles. C'est-à-dire on ne peut pas faire de l'intégration au niveau où nous on est en train de le faire et ne pas se poser cette question-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas un chantier ouvert parce que à la fois la législation et puis aussi la géopolitique locale fait que tout le monde ne veut pas toucher à cette question, parce que évidemment tout le monde comprend que c'est des questions sur lesquelles il est très facile de perdre une élection municipale. Voilà. Oui, moi, pour compléter, alors pas sur la fiscalité locale, hein, je pense sur la fiscalité globale, hein, vous avez tout à fait raison, mais ça c'est un débat, comme vous l'avez évoqué, hein, au niveau national. Bon, la France est un pays, et ça je le dis d'autant plus que je suis un agriculteur, qui privilégie le patrimoine à l'entreprise. Et quand on voit la fiscalité sur le patrimoine par rapport à la fiscalité sur l'entreprise, et notamment le patrimoine, la plus-value qui est apportée justement par des actions collectives. Quand vous avez des terrains qui prennent plus de valeur parce qu'il y a eu, effectivement, c'est dans une zone agricole de maïsement, c'est dans une zone urbaine parce qu'elle a été desservie, parce qu'il y a eu des investissements collectifs, mais que la seule plus-value, elle est faite par les propriétaires. Alors je sais bien que je vais m'attirer mais je le dis parce que j'ai l'occasion quand même de le dire, il y a quand même, à un moment donné, et ça c'est de la fiscalité d'État, on ne peut pas demander à un maire de rééquilibrer ça. Et donc, il faut le faire dans une stratégie globale. Mais c'est vrai que vous avez raison. Je veux dire, prendre de la terre agricole aujourd'hui, empiéter. Alors sur la forêt, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de protection. Mais bon, oui, quelque part, c'est scandaleux d'un point de vue de la gestion de l'État en matière de fiscalité. D'où la nécessité d'avoir des élus au niveau local qui corrigent. Rachid, une réaction peut-être sur ce sujet? Je ne peux qu'effectivement confirmer cet enjeu justement de cette injustice, entre guillemets. C'est l'intérêt individuel versus l'intérêt commun. Et effectivement, l'étalement urbain, entre guillemets, s'appuie sur justement la gratuité d'un certain nombre d'investissements collectifs. Les routes, la collecte des ordures, l'assainissement, sans parler du coût en termes d'accidents, en termes de pollution, enfin, etc. Voilà. Donc c'est
effectivement. Mais peut-être que le prochain mandat sera le mandat de la fiscalité, enfin du chantier de la fiscalité. Oui, je pense que ça va venir. On en parle. C'est des choses qu'on ne disait pas avant, même chez nous. Merci beaucoup. Une autre question? Bon, tu montres la Oui, je trouve l'intervention de Grégory Bernard très intéressante quand il dit que depuis quelques années, les professionnels de la promotion immobilière travaillent vraiment en concertation étroite avec les services de la ville. Et je pense que franchement, on fait du bon boulot. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est que, parlant d'étalement urbain, je ne suis pas certain que les gens ont envie de partir à 15 ou 20 km de Clermont pour faire 1 heure de voiture tous les jours, madame, monsieur, etc. Je pense qu'il faudrait vraiment faire le nécessaire pour qu'on travaille beaucoup plus ensemble. Et ces dernières années, il y a eu des opérations qui ont été réalisées, alors un petit peu à Clermont, un petit peu à Auguerre, un petit peu à Cournon peut-être, avec une concertation peut-être pas suffisante, ce qui fait qu'il y a eu quelquefois des soucis de commercialisation. Il faudrait vraiment qu'on essaye de bosser certainement plus ensemble. Et je sais qu'avec le SCOT, nous avons une réunion avec nos confrères en début de semaine, avec Dominique Adno, parce que le SCOT, c'est à échéance 12 ans, 13 ans maintenant, c'est 50 000 habitants de plus et 45 000 habitations supplémentaires. Il faut qu'on soit attractif et il faut surtout qu'on essaye de produire des logements qui correspondent à la demande. Alors les promoteurs, on essaye, mais vous avez vu l'œil, c'est 3 500 € le mètre carré en moyenne, parking, stationnement compris. Donc il faudrait vraiment qu'on essaye de bosser ensemble, et je sais que tous les constructeurs de maisons individuelles ici présents ont envie, pour produire des logements intéressants, attractifs, qui correspondent plus à la demande, sur des terrains de 250 mètres aux abords de l'agglo. Mais voilà, il faudrait que ça existe, mais aujourd'hui ça n'existe pas. C'est pour ça que le jeune marié qui a envie de faire une maison, il prend sa voiture, s'il a 220 000 €, il ne pense même pas à Clermont, il va à 45 km ou à 40 km de Clermont. Et c'est vraiment un peu dommage que l'on n'essaye pas de bosser suffisamment ensemble. Alors, on l'a fait, nous étions en début de semaine, donc dernière, oui, la semaine dernière, avec M. Massonneau et puis Cyril Revel. On va essayer vraiment de bosser avec le SCOT pour essayer de dire il n'y a pas de fatalité, il faut que l'on puisse véritablement être amené à mettre du foncier disponible, très proche de l'agglo, pour justement éviter l'étalement urbain et faire des habitations qui correspondent véritablement à la demande. Il faut être attractif pour faire venir du monde et pour les conserver, mais à des prix raisonnables, parce qu'aujourd'hui, les prix moyens, c'est 200, 220, 230, 240 000 €. Et quand on peut pas, nous, promoteurs, faire 100 mètres carrés à 220 000 € en plein centre-ville. Donc il faut qu'on essaye de travailler véritablement plus ensemble pour qu'il n'y ait pas des petits soucis comme on a pu connaître par le passé sur des belles opérations qui auraient pu être bien mieux, je dirais, si on avait prévu la sortie, alors que là, on a surtout voulu produire quelque chose sans véritablement savoir à qui on allait vendre. Alors, je ne peux pas répondre pour le SCOT parce que je n'en suis pas en charge, mais je suis content de savoir que vous travaillez avec Dominique sur le sujet. Pour, par contre, le plan local d'urbanisme intercommunal, vous allez très rapidement être sollicité dès l'année prochaine pour participer à des ateliers. Je compte sur votre présence. Et là, ça concernera vraiment toute la galaxie des professions de la construction parce que le territoire il est quand même relativement grand, hein, le territoire de la métropole est divers. Et donc on aura besoin d'approfondir évidemment le travail qu'on a pu commencer à faire sur Clermont, mais aussi dans d'autres contextes et avec d'autres acteurs pour pouvoir faire la même chose à cette échelle-là. Ça impliquera aussi, je salue Bertrand Butet, le directeur de l'habitat qui est là, une réflexion aussi de lien entre des orientations urbaines et des orientations d'habitat. Il y a des débats à avoir avec vous aussi sur ces questions de mixité, sur ces questions de répondre justement à la demande sociale en logement, de mieux y répondre en fait, et comment nos politiques publiques au sens large, elles contribuent à ça. Voilà. Merci. Est-ce que vous souhaitez une dernière intervention? Oui. Oui, bonjour, Cyril Revel, président de la Chambre des aménageurs. Je voulais rebondir sur l'intervention de M. Kander.
par rapport à votre opération Landalier. Je trouve, alors c'est très intéressant, on va dire, sur le papier. Après, est-ce que c'est pas dangereux aussi de faire en quelque sorte un peu rêver les élus, enfin les élus ou acteurs, en cas d'échec? Je m'explique, je vais un peu plus loin. J'ai regardé plusieurs opérations récemment, vu que notre architecte c'était Boris Boucher, Boris Boucher, qui ont été labellisés écoquartiers, Bertigna, Chabroloche, Châteldon. Les 3 opérations, et dont Bertigna, la plus ancienne, a commencé il y a 10 ans, les 3 sont des échecs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui est sorti. Ce qui paraît en fait un peu normal, vu qu'il y a beaucoup de collectifs qui ont été mis, d'intermédiaires, de petits collectifs, et vu qu'on est au fin fond des zones C, je ne vais pas rebondir dessus, mais c'est vrai qu'il y a peu de promoteurs qui vont aller faire du petit collectif ou de l'aménagement d'intermédiaires au fin fond des zones C. Donc ma remarque, c'est est-ce qu'il n'est pas dangereux pour le développement tout simplement du territoire de faire un peu rêver justement sur ce type d'urbanisme, parce que sur le papier c'est magnifique, honnêtement, rien à redire là-dessus, mais si dans 4, 5, 8 ans, moi je suis tout à fait ok pour venir dans quelques années et voir, j'espère que la réalisation sera un succès, si c'est des échecs, est-ce qu'après, il n'y a pas un risque, je dirais, de jeter le bébé avec l'eau du bain et de dire que finalement, il faut repartir sur de l'aménagement classique, sans document d'urbanisme? Et je terminerai là sur le côté Clermont Métropole, où justement sur le PLUI, alors je suis tout à fait content d'entendre qu'on pourrait être associé, parce que autant c'est vrai que sur Clermont-Chamalières, faire de la densité, pas de la maison individuelle, peut tout à fait s'entendre. Autant, à mon avis, sur le reste de la métropole, ça va être très très compliqué. Vu qu'on a l'ensemble des promoteurs ici, j'avoue que je suis tout à fait preneur de prendre les cartes d'un promoteur qui pourrait faire de l'intermédiaire sur Orsi, Nolma ou ces bazars. Et à mon avis, je ne vais pas repartir avec beaucoup de cartes. Alors, aubaine ou fatalité? Donc effectivement, je comprends votre remarque et je connais aussi un peu les projets que vous évoquez. J'ai envie de vous répondre de 2 manières. La première, c'est qui ne tente rien à rien, bien évidemment. Tout en rappelant qu'on est quand même dans une posture, dans une position très professionnelle. On ne fait pas rêver les élus, c'est eux qui nous font rêver en l'occurrence, parce que là, on n'est que le bras qui tient qui est au bout de la main, qui tient le stylo, qui sert à traduire les ambitions de l'élu. Et on essaye justement d'y mettre beaucoup de professionnalisme. Avec toutes ces... Alors là, effectivement, en 2 diapos, je résume presque 1 an d'études, d'expertise multiples, etc. Bien évidemment, l'histoire n'est pas finie. Et avec plaisir, je vous donne rendez-vous dans 2 ans, 3 ans. Pas pour relever le défi en disant « regardez comme on a réussi », mais juste pour faire un constat, effectivement. Donc tout ça se fait avec beaucoup d'humilité, parce qu'effectivement, la chose est complexe. La deuxième moteur qui nous fait, nous, avancer, c'est que ça s'inscrit dans un programme national des centres-bourgs. Donc, quelque part, il y a aussi des fonds de l'État, avec en plus des prêts spécifiques de la Caisse des dépôts. Donc, en gros, on a aussi l'opportunité d'avoir des moyens qui vont nous accompagner pour faire de l'expérimentation. Voilà, on va peut-être échouer, mais moi, par nature, je suis optimiste et je pense que ça ne sera sûrement pas parfait comme ça, mais en tout cas, on aura fait un pas, entre guillemets, pour... Et c'est là, c'est le chef d'entreprise à ce moment-là qui prend la casquette, c'est de dire, moi, je n'ai pas le choix. Je veux dire, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant, on refait la ville sur la ville et on fait les centres-bourgs sur les centres-bourgs. Les bourgs vont continuer d'exister. Saint-Géran, je pense que oui, j'espère que oui. Et donc, pour développer mon modèle économique d'entreprise, comme je sais que dans 10 ans, je ne ferai plus de lotissement parce que je n'aurai plus le droit d'en faire, il faut bien que je prépare un nouveau produit. Le lotissement est un produit en fin de cycle, donc j'essaye d'en développer un nouveau. Avec, comme toute expérimentation ou développement de nouveaux produits, il y a effectivement, et ça c'est le propre de toutes les entreprises,
ben, voilà, il y a deux options. Soit c'est un échec et on met à la poubelle. Par contre, avant de mettre à la poubelle, on apprend de son échec pour préparer le produit d'après. Mais moi, je pense qu'on va réussir. Grégory, oui, juste, le mot de la fin. Mais vraiment, je vais presque rien rajouter parce que je partage complètement ce qu'a dit Rachid et j'apprécie d'ailleurs sa posture professionnelle. On doit aussi prendre des risques sur ces questions-là, il faut l'assumer. Et en fait, le débat, c'est marrant, mais c'est le débat entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que, en gros, si nous, on n'est pas un peu courageux sur l'offre et si on n'essaie pas de développer des choses différentes, bah, effectivement, les gens continueront à acheter ce qu'on leur offre, en fait. Mais ça se joue quand même beaucoup dans cette salle-là. Hein. Ce qu'on est capable de mettre. Voilà. Et du coup, en fait, effectivement, il faut le penser dans un cycle historique. Aujourd'hui, il y a d'autres choses à défendre et d'autres formes. Donc, on ne fera pas tout, et on fera pas la même chose à Clermont et à Orsine. Hein. Ça, j'ai jamais dit ça d'ailleurs. Et puisque je vous ai dit d'ailleurs que même à Clermont, vous voyez, par exemple, la diversité des formes, elle existe déjà, et elle sera évidemment encore plus grande à l'échelle métropolitaine. Et du coup, moi, je suis impatient qu'on travaille ensemble sur ces questions-là. Il faudra aller voir ce qui se fait aussi ailleurs, je le redis, parce qu'il y a déjà des gens qui ont bougé sur ces questions-là, et il y a des gens qui n'auraient peut-être pas imaginé que c'était possible de faire telle chose dans des endroits qui peuvent ressembler à Orsine ou à Saint-Genès-Champanel, et qui pourtant ont réussi. Voilà. Et moi, je propose qu'on regarde ça. Eh bien, merci à vous. Étant encore une fois le gardien du temps, je vais vous proposer, messieurs, d'abord de vous remercier, de remercier également Damien Kermon, de remercier l'Œil, de nous avoir permis cet échange que l'on va pouvoir continuer, bien sûr, autour du cocktail qui nous attend. Remercier encore une fois le président Barbin et la CCI de nous accueillir en ces murs et vous souhaiter de très, très beaux projets. Merci à vous.